Hello, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour débriefer ensemble la première étape du Tour de France. Bon, j'en tremble encore, voilà, c'est dingue ce qui s'est passé sur cette première étape pour moi. Si on revient ensemble sur le déroulé de la course depuis le départ tout à l'heure vers 13h, il a fait très chaud à Florence en Italie aujourd'hui. Ça a marqué beaucoup de défaillances de coureurs, de prétendants aussi à un bon classement général, mais aussi beaucoup de défaillances de la part des sprinteurs. Je disais hier que la première partie de l'étape serait anecdotique. Effectivement, pour ceux qui jouent le classement général, elle l'a été, mais bon nombre de coureurs ont souffert et ont perdu beaucoup de temps sur cette première étape. A priori, pas plus de dégâts que ça, puisque tout le monde rentre dans les délais ce soir. Donc, une fois passée la première partie, on arrive sur cette deuxième partie dont je vous parlais hier, une deuxième partie très difficile, de 75 km de l'arrivée à 25 km de l'arrivée. L'occasion pour moi de vous montrer le premier screen que j'ai pris de la course. 75 km de l'arrivée, juste avant la première difficulté. La montée de Barboto. Ici, vous pouvez voir, ça a roulé très très fort pour arriver placé au pied de cette difficulté majeure. On voit en bas à droite 77 km/h pour plonger et se lancer dans cette première difficulté. Comme prévu, c'est UAE qui a amené grand train dans cette difficulté de Barboto. Et on a vu des défaillances. Côté français, notamment chez Groupama, c'est la Bérésina. David Gaudu, Lenny Martinez perdent déjà toute idée d'un bon classement général sur ce Tour de France. Je vous montre ici un petit screen de David, lâché très tôt, 72 km de l'arrivée. Je pense qu'il termine à une bonne demi-heure aujourd'hui peut-être. Je n'ai pas regardé l'entièreté des résultats, mais Groupama va devoir se concentrer cette année uniquement sur les victoires d'étape. Un autre screen ici, Michael Matthews, un de mes potentiels favoris à la victoire d'étape aujourd'hui, distancé, petit manque de conditions de Michael Matthews. Alors est-ce qu'il a souffert de la chaleur ou est-ce que tout simplement il était à court de conditions? Ça, on le verra dans les jours à venir, peut-être dès demain avec l'étape qui va passer par la montée de San Luca qui devrait lui convenir. On arrive au sommet de Barboto. UAE a mis un gros forcing pour tester les jambes de cet adversaire, tester les jambes de Vingegaard surtout. Et bien on va voir que la formation Visma est très bien en place. Ici, au sommet, il n'y a plus grand monde dans ce peloton, c'est monté très vite de la part de Tim Wellens, de la part de Pavel Sivakov. Mais UAE va se rendre compte tout de suite que Visma est bien en place, que Vingegaard a les jambes déjà dans la route Pogacar. Des sprinters, il va rester que Mats Pedersen, un temps distancé dans Barboto, mais qui va revenir après le sommet, et Van Aert, très fort, plus fort que ce que j'imaginais. Je l'imaginais dans une condition similaire à Mathieu Van Der Poel. Et au final, il est là, il accroche les meilleurs dans cette ascension. Et à ce moment-là, j'imagine très bien le voir disputer le sprint à l'arrivée et remporter l'étape. UAE constate donc très vite qu'ils ne feront pas de différence sur Vingegaard, qui était la cible majoritaire de UAE sur cette étape. Et donc UAE va rentrer dans le rang, se ranger, arrêter le forcing. J'ai pensé un temps que c'était prématuré, et en fin de compte, l'histoire a montré qu'ils ont eu raison de ne pas tenter plus, de cramer plus les équipiers pour hypothétiquement expulser Pogacar, Roglic, Evenepoel. Les 4 grands favoris et les 3 adversaires de Pogacar sont bien en place, donc UAE s'est relevé. C'est donc Visma qui va prendre le relais dans la côte de San Léo pour Wout van Aert pour contrôler l'écart avec l'échappée. Une échappée de costaud, composée notamment de Mohoric, de Madouas et du petit Frank Van Den Broek. Dans la côte de San Léo, il y a 3 costauds dans l'échappée qui vont se détacher. Abrahamsen, du Novix, Van Den Broek et Madouas pour Groupama. Mais l'action majeure de cette montée de San Léo, forcément, c'est l'attaque de Romain Bardet à 50 km de l'arrivée, qui met un gros bouchon qui part de l'arrière. Ça a été une surprise pour moi de le voir attaquer à ce moment-là. C'est vrai que quand il part, je me demande mais qu'est-ce qu'il fait? Où il va? Il part tout seul et tout de suite on voit un Romain Bardet qui est extrêmement fort, qui fait un écart tout de suite sur la Visma, qui contrôle le peloton et qui revient comme une fusée sur l'échappée. Van Den Broek à l'avant, coéquipier DSM de Romain Bardet, va se relever pour laisser Romain rentrer. On le voit ici sur ce screenshot avec Ryan Gibbons. Rendez-vous compte, il a fallu moins de 2 km à Romain pour rentrer sur l'échappée, boucher la minute d'écart qu'avait le peloton et donc Romain sur l'échappée. Bien aidé par Van Den Broek. Au pied de Montemaggio, on va dire la 3e difficulté de ce deuxième tronçon entre 75 et 25 km de l'arrivée. Je vous parlais de cet enchaînement de 4 bosses, et c'est au pied de cette 3e bosse que Romain va rentrer, bien aidé par Van Den Broek. Et c'est dans Montemaggio que Ben Illy va tenter à son tour, à l'image de Romain Bardet, de rentrer dans l'échappée. L'Irlandais va être un petit peu court et ne pourra jamais rentrer sur les 4 de devant, surtout les 2 DSM de devant. À 1 km du sommet de Montemaggio à peu près, Madouas est distancé par Romain Bardet et Van Den Broek. Abrahamsen avait sauté quelques temps avant. Et les 2 DSM partent pour un numéro d'équipe à 2 à 40 km de l'arrivée.
On voit l'écart sur le peloton, 1 minute 40. À ce moment-là, on ne se doute pas que ces deux coureurs peuvent se disputer la victoire. Encore un petit screenshot ici avec le sommet de Montemaggio. On voit ici, c'est Visma qui continue de contrôler, qui espère rentrer sur l'échappée. L'équipe se met en place pour Wout van Aert pour l'amener au sprint. J'ai pris ce screenshot, je le trouve très intéressant parce qu'on voit les limites de la constitution de l'équipe de Visma. À ce moment-là, ils sont 5 pour rouler. On voit Tratnik qui s'écarte, vous le voyez derrière un Ineos à gauche de l'écran. Et à ce moment-là, il reste 4 Visma pour contrôler la course. Van Aert, qui ne va pas rouler parce qu'on lui promet l'étape. Vingegaard, qui est un des favoris du Tour de France, qui ne va certainement pas rouler pour Van Aert et se cramer pour une étape. C'est anecdotique pour lui et pour Visma, effectivement. Et puis en première position, Kelderman, qui va être tout seul à se sacrifier pour Visma. Et Jorgensen, qu'on verra rouler à la fin, mais il sera trop tard. Ici, on est à 27 km de l'arrivée à peu près. J'ai pris un petit truc isolé sur Ben Illy pour montrer l'effort qu'a réalisé l'Irlandais à contre-temps par rapport à Romain Bardet. Il aurait eu intérêt, je pense, à peut-être suivre l'attaque de Romain Bardet. Il a eu moins de flair que le Français. Et on le voit ici dans cette quatrième et dernière ascension de San Marino, incapable de rentrer sur l'échappée, lui qui va s'effondrer et être repris par le peloton. On s'approche alors du sommet de San Marino. Dernière difficulté du jour. Et là, j'ai pris un petit screen où je vous avoue que sur le moment, lorsque je vois ça en direct, j'ai envie de casser mon écran. Je vous avais parlé il y a quelques jours d'Ineos et de leur capacité à rouler alors qu'il n'y a aucune raison pour eux de rouler. Et on voit ici Katowski à 1 km du sommet prendre un relais et faire le forcing pour essayer de rentrer sur l'échappée. On a émis l'idée un temps que ce serait pour Pidcock, mais il n'en sera rien, évidemment. Donc je vous avoue qu'à ce moment-là, le running gag m'a pas du tout fait rire et que j'étais bien énervé de l'attitude d'Ineos. À ce moment-là, je ne comprenais pas pourquoi ils se mettaient à rouler. Parce qu'avec les écarts au sommet de San Marino, à ce moment-là, il y a une 50 d'avance pour les deux magiciens de DSM, Romain Bardet et Van den Broek, qui se jettent sur Rimini après avoir passé le sommet de San Marino. C'est une descente plutôt technique qui a été bien gérée par les deux coureurs. Alors Ineos ne va pas être les seuls à créer un petit moment de tension au passage de San Marino. IF qui va revenir sur Ben Illy. Et là on rentre dans la dernière partie dont je vous parlais hier, la partie finale. Cette descente de San Marino qui s'effectue très vite. Et on arrive sur ces dernières routes, des portions rectilignes, larges, qui n'avantagent pas du tout les deux de devant, les deux DSM. C'est une physionomie de course qui convient plus à un peloton derrière. Donc on se prend à rêver, on imagine qu'avec 1 minute 30 à 15 km de l'arrivée, les deux ont une chance, même si le parcours ne leur convient pas. Surtout que derrière on voit Lidl Trek, IF, Visma pour Van Aert se mettre à rouler. À ce moment-là on se retrouve un petit peu à 6 contre 2. Et les kilomètres vont défiler comme ça, on va descendre jusqu'à 35 secondes, 30 secondes. Et à 6 km de l'arrivée, je pense que c'est foutu, vraiment. Pour les deux de devant, j'ai beau prier un maximum pour que les deux DSM pédalent plus vite, pour que derrière il y ait une mésentente également, et que le peloton ne parvienne pas à rentrer. Je me suis pris la tête entre les mains plusieurs fois. IF, Visma, Lidl qui roule pour différentes raisons. Lidl qui roule pour Pedersen, dont je vous avais parlé hier. Visma qui roule pour Van Aert, bien mieux que ce qu'on pouvait imaginer au niveau de la condition. Et IF qui roule pour... pas compris, le champion d'Italie certainement. Et on arrive dans ces deux derniers kilomètres qui sont complètement fous. On voit l'écart à 10 secondes. On se dit à ce moment-là que c'est mort, que généralement 99% du temps, les deux coureurs qui sont devant vont se faire bouffer par le peloton. On s'attend tous à un final ultra cruel où on voit les deux équipiers se faire bouffer dans les 500 derniers mètres lorsque les sprinters lancent leur sprint, qui mettent les watts, la totalité de leur pointe de vitesse. Et en 500 mètres, on perd quoi ? 10, 15 secondes quand on est devant comme ça, quand on est parti pour Frank Van den Broek depuis le début de l'étape, quand on est parti pour Romain Bardet depuis à 50 km de l'arrivée. On n'imagine pas d'autre issue que la plus cruelle, qui est de se faire reprendre par les sprinters à 500 mètres de la ligne. Mais il en sera rien, et c'est un final complètement dingue, ces deux derniers kilomètres qui nous tiennent en haleine. Et au final, un dernier relais de Frank Van den Broek qui a été incroyable. Pour moi, c'est le coureur de la journée. Il a fait toute l'étape devant, il a été très fort. Il a aidé Romain Bardet à revenir sur le groupe de tête. Il s'est laissé distancer lors de l'attaque de Romain Bardet. Il ramène Romain sur les deux de devant, Madouas et Abrahamsen. Les deux arrivent à distancer les derniers fuyards. Et puis ils arrivent à contenir le peloton jusqu'à la fin. C'est vrai que 2 minutes au sommet de San Marino, on se dit c'est possible. 30 secondes à 5 km de l'arrivée, on se dit c'est mort. Et au final, un dernier très gros relais
de Frank Van Den Broek, qui arrive à garder le peloton à 100 mètres derrière, enfin juste ce qu'il faut pour pouvoir s'imposer dans les rues de Rimini. Et Frank Van Den Broek laisse la victoire à Romain Bardet, 4e victoire de Romain Bardet dans le Tour de France. C'est la première fois que le Français va porter le maillot jaune sur le Tour de France. Ça a été une dernière ligne droite où je pense que tout le monde a tremblé. Moi j'ai encore les poils, là. C'est une dinguerie, c'est juste une dinguerie ce qui s'est passé dans cette dernière ligne droite. Je monte un petit peu le screen ici, là. Les deux DSM, quelle course de DSM qui passe la ligne. Romain Bardet et Frank Van Den Broek qui lèvent les bras. Romain Bardet qui monte Frank Van Den Broek parce que Frank Van Den Broek sur cette étape a été magistral. C'est le bonhomme de la journée, c'est le combatif du jour, il prendra maillot vert et maillot blanc. Ce mec a été héroïque et la victoire de DSM et de Romain Bardet, parce que Frank Van Den Broek laisse la victoire à Romain Bardet, logiquement certes, mais il fallait le faire pour ce coureur de 23 ans, qui laisse la victoire et le maillot jaune à Romain Bardet pour son dernier Tour de France. Quelle émotion, quelle étape. Je vous montre encore ce petit screen des coureurs DSM qui arrivaient juste derrière, qui se serrent dans les bras, avec Warren Barguil notamment. Lui qui a filé une dernière petite poche de glace dans cette chaleur étouffante à Romain Bardet, avant que Romain se lance à l'attaque à 50 km de l'arrivée dans la côte de San Léo. C'est une folie. C'est une dinguerie ce qui s'est passé aujourd'hui. Romain Bardet, lui qui a annoncé qu'il arrêterait le cyclisme en juin 2025. C'est donc son dernier Tour de France. Et quoi de mieux pour son dernier Tour de France que de gagner la première étape et donc d'endosser le maillot jaune. Que d'émotion. C'était un moment très fort, effectivement, par rapport au pronostic que je faisais hier. C'est pas la finalité à laquelle je m'attendais, mais c'est clairement la finalité que je préfère. Lorsqu'on a entamé les premières difficultés à 70 km, côté français, c'était un peu la catastrophe. Paul Lapéra-Laché, Martinez, David Gaudu. Et lorsque Romain met son pétard à 50 km de l'arrivée, j'imagine absolument pas que ça peut aller au bout, surtout qu'il part tout seul pour rejoindre des fuyards que je pense épuisés en bout de course. Ben non, il a fallu compter sur le génie du jour, Frank Van Den Broek, qui a été... j'ai pas de mots pour décrire la performance du jeune néerlandais. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Voilà. Bah écoutez, c'était inattendu. Et pour le dernier Tour de France, pour son dernier Tour de France, Romain, étape et maillot jaune. Alors on va pas se mentir, il ne l'amènera pas jusqu'à Paris. Il le perdra peut-être en fin de première semaine, mais il va le garder encore quelques jours. Voilà, côté favori, des outsiders ont sauté. Les 4 gros sont restés ensemble dans le groupe de contre. Pogacar va faire 4, deuxième du peloton. C'est Van Aert qui gagne le sprint du peloton. Donc on a Bardet, Van Den Broek, Van Aert et Pogacar. Le classement de l'étape, c'est le classement général. Vous parlez de demain peut-être, avant de vous quitter. Demain, l'étape entre Cesenatico et Bologne. Un peu moins de 200 km. Une étape qui sera moins dure que celle d'aujourd'hui. On peut imaginer des punchers sprinters essayer de jouer la gagne demain. Ça va être difficile pour l'échapper. Tout devrait se jouer dans la côte de San Luca. Est-ce qu'on verra Pogacar essayer d'attaquer? Oui, peut-être. Est-ce que ça sera suffisant pour lâcher Vingegaard? J'ai pas l'impression. Il avait l'air quand même très en forme aujourd'hui. Donc voilà, demain peut-être la chance enfin pour les punchers sprinters. Je doute que Pogacar puisse distancer donc Vingegaard et il est fort à parier que si l'un des favoris tente de distancer les adversaires dans son Luca et qu'il n'y parvient pas, eh bien ça va être un petit groupe de 30-40 coureurs qui va se disputer la gagne. Et à ce moment-là, on peut citer les noms de Pedersen, Van Aert, Michael Matthews, certes défaillant aujourd'hui, mais certainement mieux demain, ça lui conviendra mieux. Voilà, je vous laisse ici. Une étape de folie pour moi, chargée d'émotions. Pour un dernier Tour de France, on ne pouvait pas rêver meilleur commencement. Voilà, allez, je vous laisse avec quelques photos de Romain Bardet sur le podium, de Frank Van Den Broek qui a été incroyable aujourd'hui. C'est les 2 hommes de la journée. Merci aux coureurs pour une première étape incroyable. Moi, je vous retrouve demain pour commenter l'étape 2. D'ici là, portez-vous bien, bonne soirée, passez un bon dimanche et on se voit demain. Salut, ciao.